Bonjour, je me suis adressé à vous la semaine dernière pour pousser un petit coup de gueule. Je m'insurgeais un petit peu sur la façon dont les médias ont relaté les modalités ou les traitements que l'on pouvait avoir vis-à-vis du coronavirus. Je voulais simplement dire que je m'adressais pour parler de prévention et non pas contester, bien sûr, les moyens qui sont donnés par le gouvernement pour les instances sanitaires françaises, c'est-à-dire qu'il fallait effectivement se confiner, qu'il fallait adopter les mesures barrières, qu'il fallait la distanciation sociale, les masques, etc. Donc je précise bien que je parle en termes de prévention personnelle, c'est-à-dire les moyens que chacun d'entre nous pouvons avoir en stimulant et en boostant nos défenses immunitaires, notamment à partir des micronutriments, de ce qu'on appelle la micronutrition ou de la nutrithérapie. Voilà. Donc certains m'ont demandé effectivement de préciser et voire de compléter un petit peu ce que je vous avais dit la dernière fois quand j'ai été un petit peu concis pour ne pas prendre trop de votre temps, mais je vais essayer d'apporter certaines précisions et de compléter. Voilà. Alors pour la vitamine C, je vous avais parlé de la vitamine C liposomale qui pour moi est la meilleure forme que vous puissiez obtenir et qui permet d'avoir la meilleure pénétration. Pourquoi liposomale? Parce qu'en fait l'acide ascorbique va être encapsulé dans une bille de graisse et qui va permettre une meilleure absorption. Elle va être lipophile et donc l'absorption intestinale va se faire bien meilleure, d'une bien meilleure qualité. Donc liposomale, oui, et aussi une précision, la vitamine C, elle est très rapidement éliminée dans votre corps, dans votre organisme. C'est la raison pour laquelle il faut essayer de partager et de répartir un petit peu la prise de vitamine C en 3 prises que je vous avais donné 3 grammes, c'est-à-dire 1 gramme le matin, 1 gramme à midi, 1 gramme à 17 heures, un petit peu moins pour les enfants. Juste une aparté concernant la vitamine C qui pour moi est un excellent antiviral. Il est donné. En France, on ne peut pas faire de la vitamine C intraveineuse parce qu'il n'existe que de la roscorbine 1 gramme et c'est quasiment impossible à faire car les Allemands ont la possibilité d'injecter en voie intraveineuse jusqu'à 7,5 grammes de vitamine C. Ils ont les produits pour ce faire. Aux États-Unis, il y a une clinique qui s'appelle la Riordan Clinic qui elle-même peut injecter en intraveineux jusqu'à 30 grammes, voire 50 grammes de vitamine C intraveineuse. En fait, c'est pour des traitements anti-cancer. Ça ne nous concerne pas là en ce qui concerne la prévention virale, mais voilà ce qu'ils font. Et il faut dire que la communauté internationale n'a pas validé encore ces techniques. Les oncologues ne sont pas tout à fait d'accord avec ce principe, mais ils prétendent avoir d'excellents résultats, donc par la vitamine C intraveineuse. Bon, en France, c'est pas possible de le faire, c'est pas interdit, mais c'est très difficile à le mettre en place. Je vous avais parlé également donc, de vitamine D. Je confirme, la vitamine D, actuellement, il faut pousser la dose jusqu'à 4000 ou à 5000 unités internationales de vitamine D, alors qu'en temps normal, ces 1000 unités suffisent. En pharmacie, vous pouvez le Zima D en gouttes, en prenant donc chaque goutte représente 300 unités internationales, donc si vous prenez entre 10 et 15 gouttes, vous pourrez obtenir la dose à considérer pendant la période donc, de confinement. Ensuite, effectivement, 3-4 gouttes quotidiennes suffiraient. Je vous avais parlé également de la vitamine A, sans préciser, c'est le rétinol. Bon, 800 microgrammes, une gélules de 800 microgrammes par jour est suffisant. Pour la vitamine E, la dose recommandée journalière se situe entre 12 mg et 14 mg. Ce sont des mélanges de tocopherol ou de tocotriénol qui permettent donc d'avoir cette dose de vitamine E qui est recommandée par jour. Encore une fois, de 12 à 15 mg. Donc, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine A. Bien sûr, je n'ai pas parlé des vitamines B. Les vitamines B, bon, il y en a beaucoup, il y en a 7. Hein. Il y a la B1, il y a la B2, il y a la B3, il y a la B5, il y a la B8, 9 et 12. Je vous parlais simplement de la B6. La B6 est utile également aussi car elle permet de gérer pas mal de métabolisme dans notre organisme. À 1,4 mg jusqu'à 2 mg de vitamine B6 par jour suffisent largement. Donc ça, c'était pour les vitamines. En ce qui concerne donc les oligoéléments, je vous avais parlé du zinc. Et j'insiste beaucoup sur le zinc. À la fin de cette vidéo, vous aurez du reste une étude, l'adresse d'une étude pour pouvoir s'apercevoir que déjà en 2010,
des études montraient l'action du zinc sur les coronavirus. Donc le zinc, je vous avais parlé de 15 mg, on peut aller jusqu'à 25 mg, et la forme que je préfère, c'est le biglycinate de zinc ou le picolinate de zinc. En ce qui concerne donc je parlais du zinc, le sélénium, la meilleure formulation de sélénium que je recommande, c'est la sélénométhionine. Il faut à peu près 100 microgrammes de sélénométhionine pour que on puisse avoir la dose acceptable. Ce sont donc le zinc et le sélénium, des oligoéléments qui permettent de lutter contre le stress oxydatif. J'y reviendrai tout à l'heure. On a aussi le magnésium, bien sûr. Le magnésium, il faut à peu près 400 mg par jour. Mes deux formulations préférées sont le glycérophosphate de magnésium et le biglycinate de magnésium. 400 mg par jour, et là vous avez la dose nécessaire. On a parlé des oligoéléments, on va parler maintenant des antioxydants. Je vous ai parlé du glutathion. Le glutathion, oui, bien sûr, c'est le plus puissant des antioxydants. Sous sa forme, glutathion elle-même, si vous prenez 2 gélules qui représentent 500 mg par jour, c'est parfait. Mais je vous avais précisé qu'il était encore mieux d'utiliser son précurseur qui est la N-acétylcystéine, la NAC. Et bien la NAC parce qu'elle est mieux absorbée par l'organisme et la dose bien à prendre est entre 500 et 1000 mg par jour. Si je devais ajouter un quatrième antioxydant, ce serait l'acide R-alpha-lipoïque et la dose quotidienne se situe entre 200 à 400 mg par jour. Voilà pour ce qui concerne les antioxydants. Les plantes, je vous avais parlé des plantes. Les plantes, je vous avais cité l'Echinacea. L'Echinacea est une plante très efficace, qui est antivirale, qui est reconnue pour justement cette action antivirale. Et on peut la doser on peut prendre entre 300 à 400 mg par jour, de 200 à 400 mg par jour, donc d'Echinacea. Vous pouvez la trouver sur plusieurs formes, en gouttes ou en comprimé. Bon, il y a d'autres plantes que je pourrais citer, mais là, ça serait trop long, donc je vais quand même essayer de me limiter, notamment des plantes qui sont anti-inflammatoires, notamment le curcuma. Vous connaissez le curcuma, vous vous adresserez à votre médecin qui vous expliquera quelles sont les doses à prendre. Il y a le curcuma, il y a la boswellia, bien sûr, il y a le gingembre, entouré d'une matrice de fenugrec qui permet leur absorption démultipliée. Ce sont 3 plantes vraiment intéressantes pour leur action anti-inflammatoire. J'ajouterai également aussi l'astragale, et puis une autre plante, mais là je mettrai un petit bémol, qui s'appelle l'Artemisia annua. L'Artemisia annua est une plante qui est utilisée dans l'Afrique subsaharienne, notamment dans la République démocratique du Congo, pour lutter contre le paludisme. Je ne sais pas si vous faites la relation, paludisme, on utilise la livaquine, on utilise la chloroquine, l'hydroxychloroquine, et l'Artemisia est une plante qui est utilisée en République démocratique du Congo pour traiter donc les personnes atteintes de paludisme. Ce n'est pas encore validé par la science, mais là-bas, ils l'utilisent d'une très large manière, et pour ces personnes et ces autochtones, elle est très efficace. Alors, je vous avais également parlé des huiles essentielles. Les huiles, je termine pour l'Artemisia, elle est interdite en France. Ok, voilà, ça il faut bien le préciser, c'est important. Pour les huiles essentielles, je vous avais donné mes préférés, c'est-à-dire, je vous avais dit qu'il fallait absolument faire appel à un praticien expérimenté, médecin, naturopathe ou praticien qui a vraiment la pratique des huiles essentielles. Ne le faites pas par vous-même parce que il y a des façons par les huiles de les donner par voie orale ou de les donner par voie cutanée. Et là, il faut vraiment s'adresser à un médecin expérimenté. Je vous avais parlé donc du thym, du thym linalol, je vous avais parlé également de l'origan, je vous avais parlé également de la menthe poivrée. On pourrait rajouter également aussi le clou de girofle, j'en avais parlé, et la cannelle. Et puis il ne faut pas oublier effectivement des antiviraux en huile essentielle qui sont remarquables, notamment le ravensara, le titri, le niaouli et l'eucalyptus. Voilà, globulus irradiata, l'eucalyptus. Voilà, donc ça, ce sont les huiles essentielles. Je tenais à compléter un petit peu ce que je vous avais dit donc la dernière fois. Alors, bien évidemment, on ne peut pas passer sous silence également aussi, moi qui suis spécialiste des intolérances alimentaires, de l'intestin et de la perméabilité intestinale. Bien évidemment, les intolérances alimentaires sont un des facteurs majeurs d'hyperperméabilité intestinale et il faut traiter cette hyperperméabilité intestinale. Et parmi
les traitements en dehors de la L-glutamine, il y a évidemment les probiotiques. Alors je ne vais pas m'étendre parce qu'il faudrait une journée pour parler des probiotiques. Là aussi, vous ferez appel à un médecin ou un praticien expérimenté. Disons que les deux piliers des probiotiques, en ce qui me concerne, c'est donc le Lactobacillus acidophilus et les Bifidobacterium. Alors on peut donner en gélule 10 milliards, 20 milliards, 25 milliards, 60 milliards, jusqu'à certaines personnes, certains praticiens peuvent aller jusqu'à 400 milliards dans une gélule de probiotiques. Voilà. Auquel on peut ajouter bien sûr des prébiotiques qui nourrissent les probiotiques. Bon, ça serait trop long, mais disons, on ne peut pas, effectivement, ne pas évoquer les probiotiques comme moyen de défense ou de stimulation des défenses immunitaires, bien évidemment. Je voudrais aussi ajouter les oméga 3. Alors pour ceux qui mangent du poisson dans la semaine, il n'y a pas de problème. Si vous mangez 2 à 3 poissons gras dans la semaine, quand je parle de poissons gras, il s'agit bien évidemment de la sardine, du maquereau, du flétan, du hareng, du thon, du saumon. Si vous mangez suffisamment de poissons dans la semaine, vous n'avez peut-être pas, c'est pas obligatoire que vous preniez des gélules d'oméga 3. Sinon, si vous n'aimez pas les poissons, à ce moment-là, vous prenez des gélules d'oméga 3. Ces gélules doivent avoir 300 mg de PA, expliquer ce que c'est, ça serait un petit peu long, ou de DHA 200 mg, et on peut prendre jusqu'à 2 à 3 gélules par jour, donc d'oméga 3. En ce qui concerne les huiles, je voudrais aussi ajouter les alkylglycérols, qui sont, et également aussi l'huile de krill, qui sont également d'excellents stimulateurs, boosters de nos immunités. Ce sont des huiles, des requins, des mers profondes, et ils sont très 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 intéressants dans le cadre de la prévention et si on veut stimuler nos facteurs immunitaires. Je terminerai par deux autres familles, il ne faut pas oublier, notamment la propolis. La propolis qui est une matière végétale qui est produite par les abeilles et qui est un excellent également stimulateur immunitaire. Alors, elle se présente sous plusieurs formes, on peut l'avoir sous forme de gélule, on peut l'avoir sous forme de poudre, on peut l'avoir en liquide. Admettons en gélule, si vous utilisez des gélules à 250 mg de propolis, vous en prenez 2 à 3 par jour. Voilà de quoi bien stimuler vos défenses immunitaires. Et je terminerai ce tableau général également en citant les champignons. Vous avez notamment 3 champignons dont je parlerai aujourd'hui, qui sont le maïtake, le reishi et le shiitake, qui sont des champignons qui sont très riches en bêta-glucane. Et ces bêta-glucanes, en fait, sans rentrer dans les détails d'immunologie, sont des facteurs qui vont permettre de phagocyter, enfin, qui stimulent les macrophages, qui sont donc des cellules qui vont permettre d'englober le virus, ou la bactérie ou le microbe, de telle manière à le neutraliser et à le détruire après et donner les produits de la digestion à nos globules blancs, notamment les lymphocytes, et l'activation de tout le système immunitaire qui s'ensuit. Donc voilà une énième famille qui permet également aussi donc de permettre de booster nos propres défenses immunitaires. Alors voilà, j'en ai terminé. Je pense que j'étais un petit peu plus complet, un peu plus exhaustif que la dernière fois. C'était nécessaire d'avoir déjà un premier contact. Et je répète encore une fois que nous sommes dans une période de confinement et qu'il faut absolument respecter les règles générales du confinement qui nous est imposé et qui est nécessaire. Encore une fois, de la distanciation sociale qui est indispensable, des mesures barrières également indispensables, du port du masque qui va le devenir. Problème du déconfinement, on verra ça par ailleurs. Voilà, donc je vous souhaite encore une fois donc, un confinement, écoutez, pas le plus profitable, mais encore le moins gênant pour vous. Et j'espère qu'on va pouvoir se revoir dans quelques semaines, dans quelques mois, dans d'autres conditions. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.